Bonsoir à tous et bienvenue à l'Institut français de Madrid. Merci d'être venus si nombreux à cette soirée qui sera, j'en suis sûre, extrêmement passionnante. Cette soirée a lieu, je le rappelle, dans le cadre de notre saison culturelle TIFE 2018, Imagination au pouvoir, et plus précisément un cycle qui s'appelle L'homme et la machine. Et qui mieux qu'Éric Sadin, dans le cadre de la présentation de son livre La silicolonisation du monde, récemment traduit et publié par la maison d'édition Caja Negra. Je salue d'ailleurs Julian, l'éditeur de Caja Negra. Donc qui mieux qu'Éric Sadin pour intervenir dans le cadre de ce cycle L'homme et la machine. Écrivain et philosophe, Éric Sadin est l'une des personnalités françaises les plus connues parmi celles qui étudient les relations entre technologie et société. Il tente d'établir un diagnostic du monde contemporain et de ses pratiques pour parler de l'impact des nouvelles technologies sur l'humanité. Au passage, il bouscule nombre d'idées reçues, nombre d'habitudes et nombre évidemment de certitudes, et il essaye de nous faire sortir de ce confort intellectuel dans lequel nous nous complaisons tous très souvent. Parmi les livres qui ont suscité le plus en plus d'enthousiasme dans le monde, traduits dans de très nombreuses langues, je citerai Surveillance globale, enquête sur les nouvelles formes de contrôle, 2009, La société de l'anticipation, 2011, Humankind, 2013, donc de Caja Negra en 2017, La vie algorithmique, 2015, et donc la silicolonisation du monde, 2016, traduit grâce à Caja Negra. Humankind, je ne connais pas celui. Ah d'accord. Ah bon, d'accord, absolument désolé. Donc, voilà, c'est peut-être un projet pour le futur. C'est l'humanité augmentée. Ah, c'est l'humanité augmentée, pardon. Je voulais le signaler, mais je pense. Voilà, désolé de cette erreur, d'ailleurs, c'est effectivement... oui, et puis en plus, normalement, on ne présente pas les titres en anglais ici, donc merci infiniment, Eric, de cette rectification. L'humanité augmentée, évidemment, dans 2013 et traduit en espagnol. J'accueille également Marta Perano, qui nous fait le plaisir de venir assurer la modération de cette table ronde. En fait, en réalité, elle va dialoguer donc avec Éric Sadin durant cette soirée. Et après ce dialogue, la parole évidemment sera vôtre. Marta Perano est spécialiste en sécurité, vie privée et droit sur Internet, directrice adjointe de El Diario.es. Auparavant, elle était chargée de la culture chez ADN. Elle écrit sur la technologie, l'art numérique, la surveillance, les systèmes de notation, le futur technologique. Son dernier ouvrage est une introduction à la cryptographie pour les journalistes, les sources et les médias, intitulé El pequeño libro rojo del activista en red. Tout un programme. Mais maintenant, je pense que le mieux, c'est de vous laisser avec Éric Sadin, avec Marta, et bonne soirée. Et donc, n'oubliez pas de poser des questions après ce dialogue qui promet d'être passionnant. En tout cas, merci infiniment. Je précise, pardon, c'était dans mon petit papier d'ailleurs, que parmi les partenaires qui nous permettent d'organiser donc ce bel événement, en dehors de Caja Negra, il y a le Forum de la Cultura de Burgos, que nous remercions aussi infiniment. Hola. Bueno, buenas tardes, gracias a todos por venir. Pido disculpas de antemano por todas las patadas al francés que le voy a dar esta tarde, y quiero dar las gracias al Instituto Francés y al Foro de la Cultura por darme la oportunidad de sentarme con nuestro súper ilustre invitado, pensador, escritor, profesor, investigador y ensayista, Eric. Y me dejé las notas.
preguntas. Bien. Iba a empezar por mencionar el hecho de que Dick tiene 2 años más que yo, lo he descubierto esta mañana, y que a pesar de su extrema juventud, ha escrito 5 libros más que yo, así que los voy a leer otra vez. En 2009 está escribiendo 2 Vous avez compté le nouveau qui va sortir dans 3 semaines. Vous l'avez compté? Sí, claro. The Count the New One? Did I count the new? Yes, of course. Vale. Bien, entonces está escribiendo un libro cada 2 años. 2009, Vigilancia Global, Investigación de Nuevas Formas de Control. 2011, La Sociedad de la Anticipación. 2013, La Humanidad Aumentada, que habla sobre una humanidad paralela que está aumentada por la capacidad del proceso y los algoritmos, pero también vive gobernada por ellos. La vida algorítmica y la siliconización del mundo, que pienso que es el libro del que más vamos a hablar esta tarde, que habla un poco de la transformación del mundo occidental por imitación o persecución de una sociedad utópica vendida o promovida por los, como dices tú, los visionarios, los predicadores de Silicon Valley, pero que encierra como un caballo, como un troyano, un caballo de Troya, encierra políticas de mercado liberales de consecuencias devastadoras. Y acaba de publicar La inteligencia artificial o el desafío del siglo, anatomía de un antihumanismo radical. Bueno, ayer estuvo en Bilbao haciendo una ponencia en la que empezó hablando de que hemos cambiado de paradigma y hemos pasado de la era del acceso a la era de la cuantificación. Y quería empezar pidiéndole que nos explicara un poco cuál ha sido ese proceso. Bonsoir. Non, je voulais pas vous interrompre, Martha. Hein. C'était juste le titre de mon prochain livre qui sort dans 2 semaines. Je voulais juste souligner le sous-titre. L'intelligence artificielle de l'enjeu du siècle qui sort dans 2 semaines. Le sous-titre. C'est pas très important, vous ne l'avez pas signalé, Martha. Mais c'est important là pour la discussion ce soir. Le sous-titre, c'est Anatomie d'un anti-humanisme radical. Je suppose que nous allons revenir sur certains enjeux en rapport avec alors ce soir c'est un exercice particulier que nous faisons parce que nous nous rencontrons notamment à l'occasion de la sortie de La Siliconisación du monde chez Caja Negra, qui a été traduit en espagnol et qui est paru il y a au mois de juin. Et moi j'ai écrit il y a 2 ans ce livre, je l'ai encore à l'esprit, et en même temps je viens de terminer un nouveau livre. Donc nous allons, je pense, être un peu à cheval sur plusieurs enjeux, et on a peu de temps pour balayer de nombreux enjeux, mais il va falloir choisir. Et donc ce nouveau livre est un livre sur l'intelligence artificielle. Alors oui, hier j'étais à Bilbao, et nous avons évoqué, j'ai donné une conférence avec l'Institut français de Bilbao, et nous avons évoqué d'entrée, comme ce que je vous ai proposé qu'on fasse ce soir, le passage de ce qui a été nommé l'âge de l'accès, vers le milieu, la fin des années 90, qui nommait l'âge de l'accès, le concept de l'âge de l'accès, qui ne renvoie pas seulement au titre du livre du futurologue extrêmement exalté Jeremy Rifkin, qui est dans plein de conflits d'intérêts, ce théoricien qui a des actions dans quantité d'entreprises et qui porte des discours auprès du public, mais qui porte des discours aussi économiques et des intérêts d'entreprise. Donc ce monsieur avait écrit un livre qui s'appelait L'âge de l'accès, mais je ne parle pas de ce livre. Il y a un moment d'histoire relativement au numérique qui a vu vers le milieu, la fin des années 90, la possibilité pour un nombre sans cesse croissant d'individus de pouvoir avoir accès à des corpus d'abord textuels, ensuite vite devenus audio, iconiques, de plus en plus variés, à des coûts toujours plus marginaux, et aussi de pouvoir communiquer entre eux au mépris des distances physiques.
C'est ça qui a été nommé l'âge de l'accès, qui avait le mérite d'être une notion qui identifiait bien qu'il se passait à partir en gros, de la généralisation, pas de l'avènement, mais de la généralisation à l'échelle planétaire de l'Internet, l'âge de l'accès. C'était bien vu, ça identifie bien les choses. L'âge de l'accès nomme tendanciellement un rapport frontal à l'information. C'est-à-dire que, principalement via l'écran. Et l'âge de l'accès, aussi, ça a une quantité de conséquences, notamment sur la presse, notamment sur l'économie du livre, mais principalement, en grande majorité, l'âge de l'accès, on peut le considérer comme nous ayant apporté un très très grand nombre d'avantages. Car moi qui développe une posture depuis plusieurs années extrêmement critique sur les développements techno-économiques, je vais revenir sur cette notion de techno-économique, il faut reconnaître que ce qui a été nommé donc l'âge de l'accès, je le répète, la capacité pour un nombre sans cesse croissant d'individus à pouvoir avoir accès à des corpus d'informations toujours plus variés et à des coûts marginaux, nous a apporté une quantité d'avantages et de facilités dans le cours de nos quotidiens. On peut être évidemment critique, nuancer les choses, mais tendanciellement, il faut être un peu mécontent de la vie pour avoir des difficultés majeures relativement à ce qui était nommé l'âge de l'accès. Mais l'âge de l'accès, justement, qui nous a, même s'il y a une quantité de conséquences qui ont été analysées, qui méritent même d'être rétrospectivement et au présent d'être analysées, nous ont apporté, disons-le, des vertus positives. C'est pas le mot, oui, des avantages dans nos quotidiens. Et cet âge de l'accès, jusqu'à aujourd'hui, donc 20 ans plus tard, a déterminé et continue de déterminer notre représentation collective du numérique, des technologies numériques. Notre appréciation reste encore adossée à l'âge de l'accès. Et là, je fais intervenir un deuxième moment dans la présentation liminaire. Le deuxième moment, c'est que, j'en avais parlé dans deux livres précédents qui s'intitulaient La vie algorithmique, j'avais déjà introduit cette notion. Depuis quelques années, on peut très bien les identifier, je vais dire quelque chose au pluriel sur cela. Si l'âge de l'accès demeure, plus que jamais, pouvons avoir accès à plus que jamais des corpus de tous ordres, en plus, quel que soit le lieu où nous nous trouvons aujourd'hui, contrairement à une vingtaine d'années, aujourd'hui s'agrège un autre âge. Parallèlement, ce n'est pas substitutif, s'agrège un autre âge que j'avais nommé l'âge de la mesure de la vie, ou l'âge de la quantification de la vie. Alors qu'est-ce que c'est l'âge de la quantification ? Je pense que c'est important que nous fassions cette introduction, Martha, avant d'entrer dans un dialogue sur plusieurs enjeux dont nous avons prévu d'évoquer. Alors, qu'est-ce que c'est que cette affaire d'âge de mesure de la vie qui nous regarde, c'est le cas de le dire, de plus en plus, et qui va nous regarder de plus en plus ? Eh bien, il est rendu possible par deux phénomènes technologiques majeurs, que je vais évoquer à très grands traits. Mais quand je dis deux phénomènes technologiques majeurs, je ne devrais pas dire ça. J'ai tort de dire deux phénomènes technologiques majeurs. Si l'âge de l'accès est rendu possible, donc je vais m'expliquer, l'âge de la mesure de la vie est rendu possible par deux phénomènes technologiques majeurs que je vais décrire, j'ai tout de même tort de dire deux phénomènes technologiques. Car aujourd'hui, les développements techniques sont déterminés quasi dans leur intégralité par le monde économique. Ce sont des intérêts économiques privés, en vue de répondre à des intérêts privés, qui guident les développements de la technique. Donc aujourd'hui, ce que j'ai analysé dans mon nouveau livre, alors que je dis nouveau, aujourd'hui je suis un peu perdu, je ne sais plus lequel est nouveau, bon, en tout cas celui qui sort en France dans 2 semaines, c'est qu'il n'existe plus la technique n'existe plus, comme chante le nom. Il n'existe plus que du techno-économique. Et pourquoi
j'ose avancer qu'il n'existe plus que du techno-économique, c'est parce que le monde technoscientifique, les chercheurs, ont vendu leur âme, ont perdu une part de leur autonomie qui constituait leur pratique au profit pour s'engager dans, se laisser aller, se soumettre à une inféodation au monde économique. Ce n'était pas toujours le cas. Le monde de la recherche technoscientifique était fait d'intérêts multiples, d'intérêts des personnes, d'incertitudes, de surprises, de pluralité, de hasard, de découvertes fortuites, de découvertes de recherche solitaire, de recherche commune, mais qui mêlait des intérêts divers. Ce monde-là pluriel de la recherche, de la science, de la technique, du monde technoscientifique, a totalement disparu. Nous n'avons plus affaire qu'à un monde techno-économique, c'est-à-dire où les chercheurs répondent à des cahiers des charges définis par l'industrie, en vue de répondre à des intérêts économiques. Et ça change la donne. Ça change le statut de la technique, ses fonctionnalités, telles qu'elles sont développées, telles qu'elles sont conçues, telles qu'elles sont envisagées, en vue d'intérêt, ce qui n'a pas toujours été le cas, n'est-ce pas? Et alors j'ai de nombreux exemples de personnes qui développent des discours qui essaient de se donner une bonne conscience, mais dont on voit bien que leur pratique ne vise qu'à répondre à des cahiers des charges déterminés par d'autres, déterminés par des cabinets de tendance, par des bureaux de marketing. Cela, c'est quand même le rapport de la société au monde technique qui se modifie. Car qu'est-ce qui se passe de facto? C'est que tout le monde technique qui nous environne, qui est en train de se développer, vise dans... Allez, quand je dis quasi, c'est vraiment pour être prudent, pour nuancer, dans la quasi-exclusivité, vise donc à satisfaire des intérêts privés. Donc ça, je l'ai dit d'entrée. Peut-être y reviendrons-nous sur certaines incidences et sur certains discours qui accompagnent le développement économique. En plus que jamais, il faut se méfier, les analyser, contredire les effets d'évidence et de vérité qu'ils imposent, les discours, ce qu'on peut nommer les technodiscours. Donc je reviens à mon mouton, comme on dit en français, je reviens à mon petit mouton de l'âge de la mesure de la vie, rendu possible par le développement de deux phénomènes. Donc, on se suit là, vous me suivez, nous suivons technico-économique. Le premier, qui est apparu il y a très peu de temps, et vous allez voir qu'il change totalement la donne relativement à ce qui a été nommé l'âge de l'accès. L'âge de l'accès qui date de 20 ans. C'est rien du tout, c'est une période extrêmement brève. Et vous allez voir, nous voyons, nous expérimentons, nous éprouvons déjà le fait qu'il y a un seuil qui s'opère, un passage de seuil. Le seuil dont Ivan Illich a analysé le fait que quand il y a un passage de seuil, il y a la nature de certains phénomènes qui changent radicalement. Et ce que je suis en train de dérouler avec vous là maintenant, c'est qu'il s'opère un passage de seuil. Mais je vais m'expliquer en quelques mots. Donc le premier phénomène technico-économique, c'est l'extension de capteurs, d'objets connectés sur toutes les surfaces de nos réalités. À terme, si nous n'y prenons garde, si les sociétés l'acceptent, si la société l'accepte, si nous l'acceptons, à terme, nous sommes voués à être confrontés à une infinité de capteurs sur toutes les surfaces de nos réalités. Alors qu'est-ce que c'est que les surfaces de nos réalités? C'est d'abord le corps humain, nous, pas seulement les smartphones, les bracelets connectés, les montres connectées, les puces électroniques dans les tissus physiologiques, c'est déjà le cas. Puis il y a des gens qui vont dans des parties où ils se mettent des implants, ils sont très heureux de se mettre des implants, c'est une sorte de mode, et puis c'est bien plus qu'une mode, il y a une trajectoire qui veut que le corps est appelé à être aussi pour des questions médicales, mais pas seulement, questions médicales où cette architecture-là pose une infinité d'enjeux, de questions extrêmement complexes. Le corps, la maison,
le domicile. La maison connectée représente un enjeu industriel extrêmement important, qui est apparu il y a très peu de temps. Le lit, les puces électroniques dans le lit. Ah, je parlais de mesure de la vie, de quantification. Des puces électroniques qui visent à quantifier la nature du sommeil, non seulement à partir des puces que nous portons, mais des puces dans le matelas. Je peux dérouler une petite journée, par exemple, très peu de mots, en 3 phrases. Je vais dans la salle de bain, nous allons, pas dans ma salle de bain, parce qu'il n'y aura jamais de capteur, ou alors c'est balance connectée qui pèse et transmet les informations. Miroir connecté, c'est nouveau. Un miroir est censé juste réfléchir une présence. Le miroir est connecté. On se dit connecté, mais il parle. Alors on va parler des objets qui parlent. C'est une notion extrêmement importante. La cuisine, le domicile, et puis les espaces urbains. Et bientôt les voitures autonomes, qui seront des, je vais en parler tout à l'heure, nous devons en parler. Siliconisation du monde, Google qui a donné le ton sur la voiture autonome, et toute l'industrie automobile a suivi, c'est aussi ça, ce que je nomme la siliconisation du monde, entre autres. Donc les véhicules truffés de capteurs. Question extrêmement troublante, majeure, les espaces professionnels. Nous devons en parler, Martha, non. J'en ai parlé à Bilbao hier. C'est une question majeure qui veut que les espaces professionnels aujourd'hui sont de plus en plus infiltrés de capteurs qui rendent possible une visibilité en temps réel de quantité de secteurs de conception, de production, de livraison. Bref, cette architecture qui est en train de se mettre en place, induit par la dissémination extrêmement massive, on peut parler d'émergence massive en très peu de temps de capteurs à terme sur toutes les surfaces de réalité. Par exemple des biberons, il y a des biberons connectés aujourd'hui, des biberons connectés, des maillots de bain connectés, c'est du prenons garde, tout ça. Donc cela induit quoi comme premier phénomène? Induit un témoignage à terme intégral de la vie, une traçabilité intégrale de la vie, car tous ces capteurs collectent des données qui sont traités par des systèmes de plus en plus puissants, et puis ils sont traités par des systèmes qui représentent le deuxième phénomène techno-économique contemporain dont je voulais parler. J'ai bientôt terminé, Martha, ma petite introduction. Mais c'est important, je pense que c'est capital de poser les choses, avant de parler de quantité d'effets, de conséquences. Je pense qu'il faut se confronter à une architecture des choses, à un état des lieux. Mais un état des lieux aujourd'hui, un état des lieux en devenir, en évolution. En marchant, je pensais une chose. Je vous disais, c'est Michel Foucault qui dit qu'il faut se faire philosophe du temps présent. Je crois qu'il faut se faire philosophe du temps présent plus que jamais. C'est une petite parenthèse. Il ne faut pas que j'en fasse trop, parce que c'est mon grand défaut. Il faut se faire aussi philosophe des signes faibles. Des signes forts, des signes faibles, de ce qui pointe. Parce que ça permet de devancer, c'est ce qui nous manque. C'est une parenthèse, c'est ce qui nous manque individuellement et collectivement, de devancer. Car l'industrie du numérique et toutes les forces qui les portent, c'est devancer les choses. D'ailleurs, c'est ce qu'elle sait faire. Elle devance. Mais nous n'avons pas la capacité de devancer. Nous suivons, nous intégrons, nous acceptons les discours. Il faut devancer. Donc je vous disais ça en venant de la résidence de l'ambassade de France jusqu'à ici à pied, j'ai 30 minutes à pied, j'ai pensé à quelque chose. Je dis, voilà, il faut analyser les signes faibles. Il faut savoir devancer. J'ai terminé ma parenthèse. Donc toutes ces données, qui ne regardent pas, nous l'avons compris, là, seulement les navigations internet et les conversations téléphoniques, non, elles regardent de plus en plus la vie. Nous l'avons, la vie. Les capteurs, c'est la vie. C'est plus seulement les données symboliques, les cris, l'image, le son. C'est le réel qui est réduit à des données, qui est capté. C'est la vie. Âge de mesure de la vie. Et donc, ces données sont traitées, et c'est là le deuxième phénomène technico-économique
contemporain, mais il est plus que contemporain, on est parti pour des décennies avec ça, on ne fait que parler de cela. On dit d'ailleurs énormément de bêtises, c'est pour ça que je me suis dit, il faut que tu fasses un livre sérieux, argumenté, de 300 pages. Je n'avais pas prévu que c'était 300 pages, à la fin c'était 300 pages, il fallait du volume. C'est donc, je veux parler de l'intelligence artificielle. Ces données sont traitées par de plus en plus, je ne vois pas pourquoi je dis de plus en plus, non, quasi exclusivement aujourd'hui par des systèmes d'intelligence artificielle qui traitent ces données. Alors je vais bientôt terminer ce petit préambule. Qu'est-ce que l'intelligence artificielle avec ces données est capable de faire? Est-ce que ça induit comme passage de seuil, changement de situation, on peut utiliser plein d'expressions? Eh bien, l'intelligence artificielle avec ces données, ces systèmes, pas l'intelligence artificielle, ça ne veut pas dire des systèmes d'intelligence artificielle, ils sont dotés de 3 fonctionnalités. Première fonctionnalité, c'est une fonctionnalité interprétative. C'est la première fois dans l'histoire de la technique, et ça c'est très très récent, que des systèmes techniques sont capables d'interpréter, de comprendre des situations. Ça remonte au système expert des années 90, pour ceux qui connaissent ça. Mais aujourd'hui, ça, voilà, il y a une vitesse de traitement et puis une exploitation de ces systèmes dans des champs appelés à être de plus en plus variés et étendus. Donc une capacité interprétative. Alors je donne un exemple. Par exemple, je passe à côté d'un magasin de chaussures qui se situe dans une rue perpendiculaire et que je ne vois pas, même si je la voyais, ça ne changerait rien. Par la géolocalisation, tiens voilà une donnée qui est apparue entre l'âge de l'accès et l'âge de la mesure de la vie, la géolocalisation. Eh bien, au vu des profils, de mes historiques, traitement de données, je reçois, les systèmes interprètent qu'il y aurait peut-être, alors selon quels critères, voilà des enjeux extrêmement importants, qui interprètent l'hypothèse selon laquelle il y aurait une promotion qui me serait particulièrement appropriée. Donc il y a l'interprétation, donc capacité interprétative. L'exemple que je viens de donner là, on peut vraiment les démultiplier à l'infini. Hein. La capacité interprétative, donc une dimension cognitive de la technique. La deuxième fonctionnalité, c'est avec toutes ces données-là, les données de la vie, hein, les données de nos intérêts, les données de la vie, les données de nos températures, les données de nos gestes, les données de nos conversations. C'est une capacité suggestive, en tout cas de formulation. Je passe à côté d'un magasin de chaussures, on me signale, je reçois une notification qu'il y a une promotion supposée adaptée à mes personnes. Donc pas seulement interprétative, mais avec des capacités de rétroaction, c'est-à-dire d'interpréter des données et de rétroagir. Et puis la troisième fonctionnalité est extrêmement troublante, encore plus troublante au regard de l'histoire de la technique, c'est une capacité, alors là c'est, voilà le passage d'un seuil. Voilà le passage d'un seuil. Déjà les deux dimensions précédentes, il y a un passage de seuil, mais voilà le passage d'un seuil, voilà un passage de seuil plus que considérable, c'est une capacité autodécisionnelle. C'est-à-dire que la technique prend des décisions aujourd'hui. Prend des décisions. Je donne 2 exemples. Un des exemples les plus emblématiques, c'est le trading à haute fréquence, le trading algorithmique, qui voit des systèmes récolter des informations de tous ordres, pas seulement financiers, des informations pas seulement financières, géopolitiques, climatologiques, et qui, en fonction des cours, s'ils sont supposés être à la hausse, à l'intérieur d'une dimension anticipative, prennent d'eux-mêmes des actes d'achat. Vous savez que le métier de trader n'existe pratiquement plus aujourd'hui. Hein. Des systèmes prennent des actes, des décisions d'achat ou de vente si les cours sont supposés être à la baisse à l'intérieur de dimensions temporelles qui sont évidemment infiniment, je dis évidemment, donc c'est comme ça aurait pu ne pas être le cas, c'est le cas, infiniment supérieur à nos capacités cérébrales, cognitives, et qui éloigne
décision d'acte d'achat ou de vente l'humain de la boucle décisionnelle, mais ce que je dis là, c'est appelé à s'instaurer, à être à l'œuvre dans quantité de champs de la société, d'éloigner l'humain de la boucle décisionnelle. Alors ce que je viens d'écrire, là, à grands traits, qu'est-ce que ça induit comme principale conséquence? Ça rend possible ce qui est nommé l'économie de la donnée et des plateformes. L'économie de la donnée et des plateformes, on a tous entendu parler, et qui suppose, alors on parle d'intelligence artificielle, qui suppose une intelligence, une intelligibilité de nos comportements de plus en plus approfondie, de plus en plus étendue au long de nos quotidiens, et par la puissance rétroactive de l'intelligence artificielle, l'enjeu consiste à continuellement interpréter nos comportements et en vue de continuellement nous suggérer, nous notifier des suggestions supposées, appropriées à chaque personne. Alors ça, c'est ce que j'ai appelé comme première conséquence par cette architecture, et là nous sommes loin, vous le reconnaîtrez, de l'âge de l'accès. La première conséquence, c'est ce que j'ai nommé dans la siliconisation du monde, la marchandisation intégrale de la vie. C'est-à-dire que cette architecture technico-économique rend possible une connaissance à terme qui se voudrait sans couture de chaque individu à l'échelle de la planète. L'enjeu industriel consistant à s'engager dans ce que je nomme la conquête du comportemental, pas seulement par la récolte de données relativement à nos gestes, mais par ce qui est nommé l'informatique émotionnelle, d'essayer de pénétrer la psyché. Bon, je ne vais pas trop m'étendre sur cela. L'enjeu industriel aujourd'hui, la guerre industrielle, c'est la conquête du comportemental, à l'échelle individuelle et à l'échelle de la planète, de façon à pouvoir se situer, c'est le modèle de Google, c'est le modèle d'Amazon, c'est le modèle d'Apple, de façon à pouvoir se situer aux avant-postes de la notification, de la suggestion, de la formulation. Et cela, ce modèle peut prendre son acmé par cet environnement d'extension de capteurs et de systèmes d'intelligence artificielle. Alors comme j'ai beaucoup parlé, je vais vous laisser, si vous voulez bien, la parole là maintenant, Martha. Et j'ai parlé de première conséquence majeure, qui est ce que j'ai nommé, ce que nous pouvons nommer la marchandisation intégrale de la vie. C'est-à-dire le fait que ce que je nomme le technolibéralisme n'est plus confronté à des obstacles qui ralentissent ou qui interdisent des opérations marchandes. À terme, l'enjeu est qu'il n'y ait plus aucun obstacle, puisque le sommeil, par exemple, peut faire l'objet d'une connaissance, et donc avec les capacités rétroactives d'une marchandisation de produits. Puisque sur ma balance connectée, au vu de mes courbes évolutives de mes poids, je peux recevoir des notifications qui me conseillent, selon des critères dont je ne sais rien, la question des critères est capitale. En tout cas, on a compris que les critères, ce qui les détermine, c'est, une fois encore, quasi exclusivement des intérêts privés, et avec des systèmes de capacité rétroactive, des systèmes proposent des produits supposés adaptés à mes désirs, mes besoins, ma situation psychologique, physique. Et tout ça est à l'avenant. Donc ça, c'est un phénomène majeur. C'est-à-dire le technolibéralisme qui voit ce que je nomme le technolibéralisme, qui voit le passage d'un seuil dans l'histoire du libéralisme. C'est-à-dire la volonté d'entretenir par des grands groupes une relation ininterrompue avec les personnes. Alors je donne un exemple, et puis je vais bientôt terminer, Martha. C'est promis. Je donne un exemple. Les assistants personnels numériques, les assistants numériques personnels, comme Siri par exemple d'Apple. Voilà un bon exemple de ce que j'ai nommé assistanat algorithmique de la vie. Car les assistants numériques personnels récoltent des données relativement à la quantité de gestes de nos existences. Et j'ai parlé de 3 fonctionnalités de l'intelligence artificielle.
Mais le cœur de l'intelligence artificielle, ce que j'ai analysé dans mon nouveau livre qui sort donc dans 2 semaines en France, c'est que nous avons développé, nous les humains, une instance de puissance, d'expertise, qui nous dit c'est cela qu'il vous faut, à plusieurs niveaux, hein, c'est cela qu'il vous faut. Je me promène dans la ville, c'est aller dans ce café qu'il te faut. Alors je peux douter de ce qu'il dit, et comme il y a une sophistication sans cesse croissante de l'intelligence artificielle par le machine learning, car là aussi nous sommes confrontés à des enjeux extrêmement complexes qui veulent que ce sont des systèmes qui se sophistiquent continuellement par le machine learning, les capacités d'auto-apprentissage, il y a nous allons vers une sorte de devenir parfait de ces technologies avec une sorte d'aura de qualité et une aura de quoi aussi? De vérité. Nous avons, nous les humains, nous sommes arrivés en 2018 à avoir réussi à développer des technologies, alors technologos, c'est-à-dire non pas des techniques ou la technologie qui veut dire un discours sur la technique, mais des techniques qui parlent, des techniques qui nous parlent. Mais en vue de quoi elles nous parlent? Elles nous parlent en vue de nous dire la vérité. C'est pour ça que j'ai intitulé la deuxième partie de mon livre « Le pouvoir d'énoncer la vérité ». En vue d'énoncer la vérité. Je termine juste en vue de dénoncer la vérité, mais la vérité elle a une valeur performative. Alors c'est à plusieurs niveaux, il y a une vérité incitative, vous devez aller dans tel magasin, vous devez rencontrer telle personne, je fais à peu près ce que je veux. Mais il y a aussi une vérité impérative dans le monde du travail, c'est cela qu'il faut faire. J'ai analysé plusieurs niveaux de vérité qui s'imposent, qui sont appelés à s'imposer à nos existences. Ce qu'il se passe aujourd'hui, c'est que la technique, c'est cela le phénomène majeur. C'est cela le phénomène majeur. C'est que la technique prend un tournant injonctif. Injonctif. Elle formule des injonctions. Alors je fais une petite parenthèse avant de terminer, Martha. C'est très troublant de voir qu'au moment où la technique est supposée nous énoncer la vérité, les vérités selon quantité de critères, hein, supposée nous énoncer la vérité. En médecine, c'est ça. La valeur de la médecine, c'est ça d'énoncer la vérité, puisque les médecins sont faillibles et ne sont pas capables d'une vérité absolue. Bien, les systèmes, eux, vont être capables, notamment par le machine learning, d'énoncer une vérité absolue. Mais alors c'est très troublant de voir au moment où, à plusieurs niveaux, c'est cela notre moment historique, des systèmes énoncent la vérité, la technique nous parle. Alors ça c'est très troublant. Non, ça ne vous fait rien, mon Martha. Les enceintes connectées, la technique nous parle. Des voix me parlent. Philippe Cadic, Ubik, Cyril qui parle, peut-être certains d'entre vous ont lu ah tiens voilà une personne qui veut voir des signes faibles. Enfin là c'était plus que des signes faibles, c'était un don de vision. La technique qui parle. Alexa, Google Home, je suis dans mon bain, ou dans quel restaurant devrais-je aller ce soir? Elle me parle. Et qu'est-ce que c'est de parler? C'est pas de parler en vue de nous distraire. C'est parler en vue d'orienter nos gestes, d'opérer un pouvoir injonctif. Alors quand c'est pour me dire vous devriez aller voir tel film ce soir, Eric, je suppose que les chaînes de cinéma ont acheté des mots-clés pour que tel film soit suggéré. Enfin, je suppose, c'est le cas. Mais ça s'applique aussi, c'est ça aussi qu'il faut voir, mais là je m'arrête, à différents secteurs de la société. Et à un point tel, et je termine sur cela, parce que j'ai dit c'est ça l'enjeu majeur, mais la conséquence majeure c'est quoi? Eh bien c'est la dimension kantienne, Kant. L'autonomie de jugement. L'autonomie de jugement, la faculté de jugement. La faculté de jugement individuelle et collective, où je décide en conscience des gestes que j'engage, et qui engagent quoi aussi d'un point de vue juridico-politique? La faculté de jugement. Ça engage ce qui est nommé la responsabilité, n'est-ce pas? Eh bien c'est tout cela qui en moins d'une génération est en train d'éradiquer pour des systèmes qui sont dotés d'une faculté d'évaluation et qui à différents stades imposent une vérité à la société et aux individus avec des conséquences juridico-politiques majeures qui ne sont pas du tout évaluées. Non seulement elles ne sont pas évaluées, là c'est promis, je termine là-dessus,
mais elles sont encouragées, c'est-à-dire ce mouvement-là. C'est pour ça que j'ai parlé d'anti-humanisme radical pour mon prochain livre, car c'est l'autonomie du jugement, ce qui font le propre, non seulement de l'individu humain, le propre des sociétés, c'est-à-dire la pluralité d'évaluation des choses, la pluralité des points de vue, la contradiction, la délibération, qui est en train d'être éradiquée, donc la responsabilité, et donc le conflit, et donc des modalités d'action et d'organisation multiples, plurielles, non définitives, qui sont en train d'être éradiquées au profit de systèmes qui imposent la vérité, Et donc c'est l'autonomie du jugement qui fonde nos sociétés humanistes, qui fonde les principes juridico-politiques qui nous constituent, qui, par cette architecture technologique, qui est célébrée par toutes les forces vives de la société, par les politiques, par le monde économique, c'est entendu, par le monde universitaire, par les discours, qui soutient qu'il s'agit là de la trajectoire lumineuse et inéluctable de notre temps, mais sans évaluer l'impact des conséquences pas sociales, mais civilisationnelles. Et c'est cela notamment que j'ai nommé siliconisation du monde, et c'est contre cette forme, en tout cas à mon niveau, d'aveuglement par le pouvoir du livre, par le pouvoir de l'analyse, que j'essaye d'examiner et qui appelle ô combien des mouvements divergents et des souffles contraires. Voilà, je m'arrête dans ce premier long moment, Martha. Je ne pensais pas que ce serait si long. Bueno, Eric dijo que como ayer dio una conferencia y no quería hablar mucho, prefería conversar. Pero bien, vamos a ir. Vamos a ir trozo por trozo porque has dicho muchas cosas, Eric. Me gusta que utilices la palabra arquitectura porque en el proceso que describes de la era del acceso a la era de la cuantificación no es un proceso que ocurra de manera fluida, de manera no es una deriva, no es una inercia que ocurra y que sea innata al sistema, a la arquitectura de la red, ¿no? De hecho, la era del acceso que tú describes para mí está particularmente personificada por un proyecto que se llamaba Napster y que montaron dos adolescentes para básicamente ayudar a sus amigos a descargarse música gratis. Duró solamente 2 años y medio, menos de 2 años y medio, y fue la primera gran red social masiva. Consiguió en menos de 2 años 70 millones de usuarios, en ese momento 1/3 de la red. Estamos hablando entre el 99 y el 2002. Y tenía la particularidad no solo de que te permitiera bajarte música gratis, lo cual la convirtió en un problema muy grave para la industria del entretenimiento, sino que hizo que 70 millones de personas que no se conocían de antemano compartieran sus discos duros y su ancho de banda cuando el ancho de banda costaba un dineral. Y esto es bonito porque la persecución policial y las demandas de las discográficas hizo que esa arquitectura que estaba basada en un sistema P2P evolucionara hasta una arquitectura distribuida que teóricamente es la arquitectura más sólida y más irrompible que hay. Pero paralela a este desarrollo ocurrió el proceso que tú describes en tu libro, que es un proceso tan tecnológico como más cultural que tecnológico, ¿no? Que es la siliconización del mundo, en el que una serie de empresas ofrecieron unos servicios más cómodos que el BitTorrent o el P2P que ofrecía Napster, que era un poco fatigoso de utilizar, más cómodos pues para hacer las cosas que queríamos hacer, ¿no? Como por ejemplo bloguear, como por ejemplo compartir música, como por ejemplo compartir fotos, etc. De manera más cómoda. Nos ofreció comodidad, nos ofreció un proceso en el que fuimos adaptándonos poco a poco a un sistema de cuantificación que era justo lo contrario del P2P, es decir, ofrecieron una arquitectura que les interesaba a ellos porque era una arquitectura centralizada, diseñada no para compartir, sino para centralizar unos procesos que generaban unos datos que generaban dinero. Entonces, en el proceso de siliconización de la red, el tránsito de la era del acceso a la era de la cuantificación es ese tránsito del que tú hablas, ¿no?
la imposición de un modelo liberal, de mercado liberal, sobre un prototipo que en principio no estaba pensado para eso. Y es interesante porque las mismas empresas que ofrecieron este tipo de arquitectura la llamaron open source, como para diferenciarse de la otra, digamos, el otro paradigma que estaba en ese momento invadiendo la red, que era el software libre. Hicieron que pareciera que era lo mismo, cuando claramente los principios de una cosa y de la otra eran completamente opuestos. O sea, por resumir, también el P2P y la red social, es decir, la red social como entendemos Facebook o Twitter, son exactamente lo contrario la una de la otra. Son arquitecturas exactamente opuestas. Una está diseñada para la diseminación del conocimiento y la otra está diseñada para el control de los datos. Entonces, este tipo de arquitectura ha generado y ha favorecido la creación de unos algoritmos de los que tú has hablado de manera extensa en tu bibliografía, algoritmos predictivos de inteligencia artificial que básicamente están diseñados para recoger datos, analizarlos, segmentarlos y utilizarlos para vender productos o para vender estilos de vida o para vender candidatos políticos. Y esos algoritmos están en manos de un número muy limitado de empresas, ¿no? De hecho, ahora mismo las 10 empresas más valiosas del mundo, del mercado, 8 son tecnológicas y 5 son plataformas sociales, que son Amazon, Facebook, Google y sus primos asiáticos, sus primos chinos, Baidu, Alibaba y Tencent. Y todas están alimentando con este tipo de sistemas centralizados que recogen datos y los analizan, están alimentando unos algoritmos de inteligencia artificial que son los que Eric hace un momento estaba diciendo que luego nos sugieren cosas, ¿no? Están diseñados para saber quiénes, para reconocernos en la multitud. Son algoritmos que integran sistemas de reconocimiento que ahora mismo superan nuestra capacidad de escape. Por ejemplo, Facebook tiene un algoritmo de reconocimiento facial que tiene una efectividad del 97%, lo que significa que tiene el 97% de las caras con sus identidades registradas. Es una locura. Y entonces están diseñados para identificarnos en la multitud, para saber más o menos quiénes somos, para intuir lo que estamos haciendo, porque la nube de datos que nos acompaña les da esa información en tiempo real, y para persuadirnos de que hagamos otra cosa, ¿no? Otra cosa que a lo mejor les interesa a sus clientes, a su cartera de clientes. Facebook tiene 3 millones de clientes que no son sus usuarios, que son otro tipo de entidades. Y entonces, en este proceso de centralización y de secuestro de nuestras actividades online y de economía de la persuasión, ¿no? Por la cual, por ejemplo, a principios de año entramos en una dinámica distinta con Facebook porque un canadiense llamado Christopher Wylie contó que una empresa de marketing online llamada Cambridge Analytica había intervenido con éxito los procesos aparentemente democráticos que llevaron al Brexit y a la presidencia de Donald Trump, ¿no? Probablemente los 2 procesos democráticos más sorprendentes de la historia de la democracia. Y entonces es interesante porque ha habido muchas explicaciones de cómo esos procesos podrían haber ocurrido y nunca sabremos cómo ocurrieron porque los únicos datos los tiene Facebook, y otra de las particularidades de estos algoritmos es que son completamente opacos. Pero lo que sí sabemos es que de pronto hay una plataforma que permite segmentar las campañas de publicidad, las campañas políticas o las campañas publicitarias de cualquier tipo de producto, de manera que 2.200 millones de personas, que son los usuarios que tiene Facebook ahora mismo, por ejemplo, sean capaces de recibir campañas distintas del mismo candidato al mismo tiempo y piensen todas que es la misma campaña. Esto es muy interesante, ¿no? Que tú, porque antes, yo qué sé, pues Hitler, por ejemplo, cuando gana las elecciones, Hitler tiene que, o sea, un demagogo de cualquier tipo tiene que convencer a una nación entera con un solo discurso, ¿no? Pero en este momento estamos hablando de una plataforma que permite que un solo candidato
le abre al oído a miles de millones de personas y les llega a cada uno lo que intuye que quieren oír, porque tiene toda esta información sobre ellos, ¿no? Y les haga pensar a cada uno de ellos que están escuchando todos el mismo mensaje. Esto es muy significativo. Entonces, estos algoritmos que básicamente pertenecen a 6 empresas en el mundo que se reparten en el mercado de los algoritmos y el mercado de la persuasión mundial, son los que imponen o los que van a imponer esta verdad imperativa de la que tú hablas en tu último libro y de la que estabas hablando antes. Oui, mais Martha, j'entends bien. J'entends trop. J'entends trop. J'entends trop cela. Vous avez raison. À peu près. Tout ça mérite d'être nuancé, très très nuancé. Mais j'entends trop cela, moi. Alors, moi, je ne contredis pas pour contredire et juste me faire plaisir à contredire, c'est pas du tout ça. Voilà un discours qui est devenu majoritaire. Voilà une nouvelle doxa de notre temps. Les technologies numériques, un des problèmes majeurs, les fake news, Facebook, ça oriente l'opinion. Écoutez, franchement, en tous les cas, moi, là où je suis assis, là où je suis assis, j'en ai assez. J'en ai assez. Franchement, j'en ai assez. Je vais dire, mais de quoi il parle là? Ben, j'en ai assez. J'en ai assez qu'on parle de choses d'abord qui ne sont pas si avérées et qui sont des phénomènes certes importants, mais qui masquent les phénomènes importants qu'on n'évoque pas, que personne n'évoque tout de même, des problèmes de civilisation qui regardent notre vie de tous les jours. Alors de quoi est-ce que je parle là? Ben, je parle par exemple du monde du travail. C'est là avec l'intelligence artificielle. En général, quand on est un peu inquiet, on parle des destructions d'emplois, c'est vrai, c'est une question importante, complexe, non linéaire, enfin, j'analyse ça dans mon prochain livre, ou alors quand on parle des avantages supposés, on parle de la médecine. Alors il faut aller voir dans la médecine comment ça se passe. Ce que j'ai fait dans mon nouveau livre, je suis allé voir de très très près, et ça se passe pas du tout comme tous les discours, on nous les dit, les développements et les supposés vertus et avantages. Mais avant de parler de médecine, moi, je veux parler d'une chose, puisque nous avons parlé de travail, qui constitue nos existences. C'est le travail. Nous sommes des êtres de travail. Alors, dans le travail qui nous regarde, pour ceux qui en ont, et avec des nouveaux modes de management, alors voilà, quand je parlais des signes faibles, les personnes qui savent devancer, voilà les managers qui savent devancer. Ce sont les plus grandes personnes, enfin les personnes qui ont la plus grande intuition sur la façon de devancer les choses et d'organiser les choses de façon comme ça apparemment prestigieuse, solaire, qui organisent des modalités dont je vais parler. Avant de dire que ça relève de l'abjection, je vais en parler. Des modalités qui sont rendues possibles par l'architecture que j'évoquais tout à l'heure, dont personne ne parle. Aujourd'hui, nous parlons de usine manufacture 4.0. Ça vient de sortir il y a quelques années. Tous les journaux économiques disent c'est l'avenir inéluctable, horizon lumineux de la fabrication industrielle. Autrement nommé Web Data, qu'est-ce que je raconte? Data Driven Manufacture, je répète. Data Driven Manufacture. Ah bon? C'est la data qui drive les manufactures. Le data fait d'humain, de sensibilité, de subjectivité, c'est drivé par des... Bon, alors très bien, modèles célébrés qui font l'objet de recherche, de fonds d'investissement privés et publics pour mettre en œuvre la data driven manufacture. Et c'est bien plus sérieux que Facebook, là, mesdames et messieurs, hein, et que les fake news sur Facebook, qui est devenu une sorte de doxa généralisée contemporaine. Alors qu'est-ce qui se passe avec la data driven qui regarde des millions de personnes dans leur quotidien? Je ne dis pas que les fake news, etc., c'est pas important, mais il y a des phénomènes qui font écran. Je crois que nous devons un peu aller voir au-delà des écrans aujourd'hui. Hein. Tiens. Nous devons aller voir au-delà des phénomènes dont on nous dit qui sont présentés comme étant des phénomènes majeurs. Hein. Il y a des phénomènes majeurs, bien plus majeurs au-delà des phénomènes supposés majeurs. Alors, j'ai parlé d'objets connectés, de capteurs et de systèmes d'intelligence artificielle qui, dans la Data Driven Manufacture, voient des capteurs sur les chaînes de conception, les chaînes de production, les chaînes logistiques, livraison,
livraison jusqu'à ce qui est nommé satisfaction client, et qui induisent quoi ces capteurs sur tous les secteurs de la large production industrielle? Ça induit une visibilité en temps réel. Vous voyez la dimension touchante en temps réel de la marche des entreprises, et notamment de ce qui est nommé mesure de performance. Ah tiens, mesure de la vie. L'âge de la mesure de la vie, de la mesure de performance du personnel, qui est une notion assez ancienne, sauf qu'aujourd'hui elle est quantifiée. Je ne vois pas pourquoi ça me fait rire, ça ne me fait pas du tout rire. Elle est quantifiée, les mesures de performance du personnel sont quantifiées par des systèmes. Alors si seulement c'était quantifié, on dirait bon, alors c'est terrible, ils sont au courant de chaque geste. Mais ça ne s'arrête pas là. J'avais parlé tout à l'heure de dimension rétroactive, n'est-ce pas, des systèmes. Eh bien, cette visibilité en temps réel des mouvements de l'entreprise, ou en tout cas des systèmes organisationnels de production, que ce soit dans les services ou dans les biens manufacturiers, ça induit la capacité, je parlais formulé, donc c'est la vérité, où les systèmes édictent des tournants injonctifs de la technique, édictent des ordres personnels, qui se trouvent réduits à des robots de chair et de sang, qui énoncent les gestes à accomplir. Allez dans tel entrepôt, faites telle chose, c'est ça la data-driven manufacture, qui est un déni de la spontanéité humaine, un déni de la subjectivité, un déni de la pluralité, un déni de l'appréhension sensorielle des choses, au profit d'une formulation quand il y a encore des personnes. Oui, l'équation, c'est tant qu'il n'y a pas de système pour remplacer les personnes, on exploite encore les personnes, en tout cas on a encore besoin d'eux, et quand il y a des systèmes qui peuvent les remplacer, c'est ça l'équation. Eh bien, il y a des systèmes qui sont implantés. Et donc, on dénie toutes les capacités singulières de chaque individu au profit de systèmes qui énoncent les gestes à accomplir. C'est un devenir majeur à l'échelle de la planète de la production industrielle. Alors historiquement, il y avait ce qui s'appelait le contremaître, qui était sur le terrain chargé de faire en sorte que les directives, c'est un peu tautologique ce que je dis, les directives de la direction étaient bien réalisées sur le terrain, mais le contremaître, pour le personnel, il rendait possible la possibilité de faire valoir des différends, de faire valoir des divergences, de faire valoir des oppositions, parfois de conduire à des conflits, et souvent parfois quelquefois, pas toujours, de conduire à ce qui est nommé des acquis sociaux. Alors allez vous opposer à des équations algorithmiques dotées d'une aura de vérité de plus en plus avérée et vérifiée et indubitable. Allez-vous. Et voyez, quand je parlais de l'autonomie de jugement, de la pluralité humaine, de l'organisation en société fondée sur la pluralité, la contradiction, l'évolution possible de modes d'organisation. Ce qui se passe, c'est cela le phénomène. Je reviens sur cela, parce qu'on ne le voit pas assez. Parce que je pense que, par exemple, puisque je parle d'entreprise, je pense que les syndicats ont raison de se soucier de questions de salaire, de mise à niveau de salaire ou de conditions de travail. Je pense qu'un des enjeux majeurs, c'est le statut du personnel relativement à des systèmes. Alors je sais bien, aujourd'hui les discours, les technodiscours apparaissent la phare de la complémentarité. De la complémentarité humain-système, alors c'est quoi des technodiscours? En réalité, c'est qu'il y a un maître étalon aujourd'hui, c'est l'efficacité des systèmes, et les humains sont appelés à devoir être comparés et se rapprocher de l'efficacité des systèmes avec toute la pression et l'impossibilité d'atteindre la vitesse cognitive et la vitesse interprétative des systèmes. Vous voyez les problèmes de société que ça pose. Mais cela, non seulement, mesdames et messieurs, n'est jamais posé, n'est jamais interrogé, vous reconnaîtrez que c'est des problèmes mais majeurs de société, par exemple. Et non seulement ils ne sont jamais posés, mais en plus ils font l'objet de soutien législatif. Quand on me dit qu'il faut faire confiance à la loi, et comment peut-on croire qu'aujourd'hui, en 2018, dans les régimes social-libéraux, le législateur imagine, ou en tous les cas, envisage l'écriture de la loi comme des forces
qui devrait contenir ces développements. Non seulement la loi ne s'écrit pas en vue de contenir, mais en vue de soutenir ce développement. C'est cela aussi que je nomme silicalisation du monde. Car tous les régimes sociaux libéraux, les régimes juridiques, la loi s'écrit en vue de soutenir l'économie de la donnée, l'économie des plateformes, l'automatisation des sociétés, les développements de l'intelligence artificielle. Alors tout à l'heure, je parlais de l'inféodation du monde technoscientifique au technolibéralisme. J'ai un très bon exemple en France, on en parlait à midi au déjeuner. Peut-être avez-vous entendu parler du mathématicien Medal Fields, Cédric Villani, peut-être qu'il est un peu connu en Espagne, qui est un mathématicien brillant, mais qui, sur l'intelligence artificielle, dit ânerie sur ânerie, bêtise sur bêtise, je pourrais dire d'autres mots que je n'utiliserai pas ce soir, et qui écrit des rapports pour la République française, et qui énonce des choses telles que la France doit être un hub de l'intelligence artificielle, elle doit être dans la course économique, bref, aucune dimension critique au profit de l'impératif sacro-saint de la croissance économique, sans absolument jamais évaluer, prendre en compte ou même avoir conscience de cette affaire de dessaisissement du jugement humain, qui est une question non seulement juridique-politique et civilisationnelle majeure. Alors ça va vite, ça va très très vite. Nous sommes dans un moment où les développements technologiques non seulement s'opèrent à des vitesses exponentielles, nous sommes dans le moment des technologies exponentielles, mais quand je parle de vitesse, je parlais de machine learning, de dimension d'auto-apprentissage, la sophistication technologique aussi, presque par une dimension, une fois que les algorithmes sont réglés, il y a presque une nouvelle dimension autonome de la technique. Donc vous voyez, ça nous interroge ce que je dis. C'est-à-dire que ça nous interroge nous en tant que société, parce que l'autonomie de jugement, c'est pas seulement l'autonomie de jugement des individus, par exemple en entreprise, comme moi en tant qu'individu, quand des systèmes éthiques, parce que regardez les entrepôts Amazon, il y a des casques là, comme ça, des casques, des systèmes d'intelligence artificielle qui disent allez là, comme ça, comme ça. Et dans toutes les entreprises, c'est pas pour tout le personnel, mais pour un monde d'un nombre de plus en plus étendu, et des logiques similaires. Hein. Il faut relire. Moi j'ai relu Simone Veil, la philosophe Simone Veil, qui est allée travailler en usine dans les années 30, les processus de déshumanisation. Elle les a décrits, elle est allée en usine. Voilà une philosophe qui est allée sur le terrain, qui est allée voir les nouvelles modalités de travail. Bon, là c'était le travail à la chaîne, c'était l'autoritarisme hiérarchique avec des gestes mécaniques qui sont des formes de. On est tous d'accord, d'abjection, c'est-à-dire qui dénie toute créativité, toute capacité d'épanouissement des individus. Mais nous avons un retour de cela, mais à l'intérieur d'une dimension soft, lumineuse, data-driven manufacturing. Alors, c'est sexy, hein. C'est pas du tout, on est très loin de Simone Veil. Nous sommes plus que jamais dans ces logiques de travail déshumanisantes. Et je vois que vous voulez prendre le micro, je vais vous laisser tout de suite, Martha. Je pourrais aussi, pour les technodiscours qui disent que la médecine va profiter des vertus illimitées que offre l'intelligence artificielle, je n'ai pas le temps parce que je vais vous laisser parler, Martha. Mais il faut aller voir ce qui s'opère. La confiscation du champ de la médecine par l'industrie numérique, par Google, par Apple, qui veulent faire sauter le corps médical pour entretenir une relation directe entre les individus et leurs compétences, et leur système d'analyse, et leur système d'analyse thérapeutique, et leur système de prescription médicale, et qui évacue également, qui cherche à évacuer également l'appréhension, l'expertise humaine. À terme, c'est le diagnostic humain qui est appelé à être évacué. Pour l'instant, dit-on, au profit de la complémentarité. Il faut voir ce qu'il y a les signes faibles, non. Au profit d'une expertise exclusive médicale, dont on peut dire qu'elle est supérieure, peut-être, doutons de cela, mais qui a une quantité de conséquences, notamment la prescription automatisée. Ah, voilà des questions de société majeures. La prescription automatisée, c'est-à-dire des systèmes Watson, IBM, c'est des choses concrètes dont je parle là. Des choses concrètes. IBM, ce sont des systèmes de diagnostic, par exemple Watson, il y en a d'autres, mais aussi des systèmes de prescription médicale. Alors vous savez, dans les bases de données, dans le numérique, c'est comme ça, c'est pas la théorie du complot, c'est structurel et factuel, on ne voit pas les choses.
On ne voit pas qui peut dire qu'il a vu une base de données. Personne. Ça mouline, c'est fluctuant, ça n'arrête pas. Et des systèmes dont on ne sait rien, eh bien, aujourd'hui, on les a dotés de la capacité de dire de façon automatisée, sans que l'humain soit dans la boucle, enfin s'il est dans la boucle de conception, prenez telle molécule plutôt que telle molécule. Et cela est adoubé par le monde politique, adoubé par le monde médical, mais pas tout le monde médical. Il y a des forces divergentes avec lesquelles je suis en contact, qu'il est temps, je terminerai ce deuxième moment, qu'au-delà des discours, des techno-discours, de tout ce qui s'impose comme des vérités de notre temps, qui portent des intérêts. Et au-delà des phénomènes dont on nous décrit qui sont majeurs, il faut aller voir les réalités de nos vies par cette architecture technologique. Eh bien moi je crois, puisque je ne fais pas confiance au législateur, et ce n'est pas l'histoire de faire confiance au législateur, puisque le législateur a décidé de soutenir cet environnement-là technico-économique. Moi je crois qu'il faut faire valoir, qu'il faut encourager la formulation de contre-expertise. Puisqu'il y a quantité d'expertise, puisqu'il y a quantité d'experts, faisons valoir des contre-expertises qui remontent du terrain. Faisons parler que les personnes qui travaillent en entreprise, qui subissent l'abjection de ces systèmes automatisés qui dictent le cadre de leur action, qu'elles témoignent de cela. La façon dont ça se passe dans le monde médical, qu'on témoigne de cela, qu'on fasse remonter la réalité du terrain. La façon dont ça se passe dans l'éducation. Vous savez, aujourd'hui, tout doit avoir la transformation digitale. Voilà une doxa entendue comme étant une sorte d'assertion reçue comme relevant de l'évidence. Tout doit être transformé, la transformation digitale de la société. Allez, voilà une expression qui mérite d'être analysée. Et que j'ai analysé dans mon nouveau livre, la transformation digitale, c'est devenu une sorte de... C'est naturel, quoi. Ça, c'est un phénomène qui est devenu presque naturel, hein, transformation digitale. Mais aussi, par exemple, des lycées publics, des collèges. En France, Microsoft a signé un partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale, l'État, régime social-libéral, en vue d'introduire le régime privé Microsoft, qui n'a aucune compétence en matière d'éducation, mais aucune. Entrée, on ouvre la porte très très grande, entrée dans l'école publique, et l'enseignement par les plateformes, les professeurs qui n'ont plus qu'à se taire et à être des coachs vers des plateformes, quantification des gestes des étudiants, quantification des gestes des préconisations des cours des professeurs, connaissance des comportements, notification, marchandisation, en tous les cas, connaissance, exploitation de cette connaissance à des fins commerciales, et tout ça, c'est la transformation numérique ou digitale, comme on dit, des lieux d'éducation. Alors, vous voyez, l'ampleur des sujets qui nous regardent dans nos vies quotidiennes, où il y a des intérêts privés qui sont en jeu, des intérêts privés qui sont appelés de plus en plus à double titre, à nous dessaisir de notre pouvoir de décision, et cela est adoubé par toutes les forces vives de la société. Alors que faisons-nous ? Que faisons-nous ? À mon niveau, j'essaie de produire des livres et d'analyser cela, et je pense que c'est à toutes les échelles de la société, à au moins, d'abord, faire valoir d'autres discours, à exposer les réalités, et là où ils le font, là où les consciences le décident, là où les consciences le pensent, de se mobiliser à la hauteur des enjeux. Me gusta el ejemplo que das de la fábrica basada en datos, porque uno de los problemas principales desde un punto de vista legal para regular el efecto que tienen este tipo de empresas y de algoritmos, vamos mal de tiempo. Yes, no. Ajá, entiendo. Bueno, pues voy a decir una cosa. Una de las cosas interesantes que están pasando, por ejemplo, en las fábricas en los almacenes de Amazon, ¿no? Es que esto que llaman ahora los algoritmos de carne, que son básicamente puestos de trabajo en los que todavía tiene sentido tener un humano, o a lo mejor es más barato tener un humano que contratar el tipo de inteligencia artificial que requiere hacer el trabajo, ¿no? Les sale más barato tener un sueldo ahí. Los puestos de trabajo que se ocupan en los almacenes de Amazon son muy complejos porque como estaba diciendo Eric antes, son personas que llevan
unos auriculares y están escuchando constantemente instrucciones de una máquina que les dice a dónde tienen que ir, ¿no? Y hay un problema general que no se puede describir de manera legal y entonces no tiene ninguna protección sindical ni nada. Es que se están volviendo locos porque el sistema de gestión de los objetos que están en ese almacén están ordenados siguiendo una lógica de máquinas. Es decir, no están los juguetes con los juguetes y las sartenes con las ollas, ni los libros con los cuadernos, ¿no? Está todo gestionado siguiendo una lógica del algoritmo específico que maneja el almacén, por el cual los objetos se unen, es decir, están puestos juntos en el almacén según cómo la gente los compre, ¿no? O sea, uno no compra una sartén y luego otra sartén y luego otra sartén, uno se compra pues una sartén y a lo mejor una batidora y a lo mejor un oso de peluche y a lo mejor un armario, ¿no? Entonces están colocados de manera estadística, siguiendo el orden de más o menos compra popular de Amazon, y entonces es imposible organizar, digamos, un paquete entendiendo por dónde están las cosas. Este detalle absurdo, ¿no? Que las cosas no están ordenadas como las ordenaría un humano, por orden alfabético, por, no sé, por generalidades, ¿no? Está volviendo locos a los trabajadores de una manera de la que no pueden describir legalmente. Es decir, no pueden irse a su sindicato y decirle, bueno, pues es que el algoritmo me está haciendo luz de gas. Este tipo de problemas en esta interacción, ¿no?, de los humanos trabajando, siguiendo los órdenes de las máquinas, es interesante, porque lo que contaba antes Eric sobre las investigaciones de Simone Weil y la queja clásica de los luditas era que el trabajo en las fábricas estaba maquinizando a las personas, ¿no? Entonces ahora las personas se están volviendo locas porque la lógica inmaterial de ese tipo de algoritmos les están destrozando la cabeza. Pero bueno, como no nos queda tiempo, vamos a abrir el micro para las preguntas del público. ¿Sí? Sí. En ese vaivén de adicciones y decepciones que se han venido sucediendo desde el nacimiento de Internet, no ha sido una ingenuidad pensar que en algún momento hubo una autonomía política, no de entretenimiento, en relación a la técnica. No hubo un utopismo bastante ingenuo. No ha sido una ingenuidad también entregar datos, además gratuitamente, a empresas a las que, además de hacerlos ricos, le hemos dado poder. Hasta el mismo Daniel ya da 10 consejos para borrar los datos de las redes sociales. Oui, monsieur, certes. Mais moi, je suis un peu gêné par votre question. Vous avez raison. Je suis un peu gêné parce que là encore, aujourd'hui, c'est devenu une obsession. C'est devenu une obsession. Le RGPD, je ne sais pas comment on dit en espagnol, le règlement sur les données qui a été intégré, enfin voté, je ne sais plus si ça a été voté ou intégré par la Commission européenne au mois de mai. C'est devenu une sorte de... Aujourd'hui, dès qu'on veut faire preuve de vigilance relativement aux technologies numériques, on en revient depuis une dizaine d'années à la sempiternelle question. Alors c'est un peu un discours contraire que je tiens, mais là une fois de plus, monsieur, ce n'est pas pour me faire plaisir. C'est pas pour le plaisir de la contradiction, de la différence, pas du tout. C'est pour au moins essayer de marquer d'autres, de signaler d'autres questions que pour ma part, je trouve, vous l'avez compris, qu'elles ne sont pas suffisamment examinées et qu'elles le devraient. Alors oui, depuis une dizaine d'années, et plus encore depuis Snowden, l'affaire Snowden en 2013, moi j'avais écrit un livre qui s'appelait Surveillance globale en 2009, à l'époque on me disait de quoi tu parles, après en 2013 on me dit oui t'avais un peu compris certaines choses. Je pense qu'aujourd'hui c'est pas du tout l'enjeu majeur, hein, et on parle beaucoup de données personnelles, c'est devenu, dès qu'on veut faire preuve de vigilance, on parle de questions de vie privée et de questions de données personnelles. Alors, je vais être très clair sur cela, me concernant, hein, mes positions, on peut ne pas être d'accord. Hein. Alors, la première chose que je dirais, oui, il y a eu la gratuité, oui, il y a eu la récolte des données, oui, il y a eu la compréhension des comportements,
principalement via Internet et via l'utilisation des applications. Oui, nous avons raison, évidemment, de nous soucier de cela, oui. Mais vous remarquerez que dès qu'on parle d'éthique, en général, une sorte de fourre-tout abstrait, hein, dès qu'on veut faire preuve de gens, on dit qu'il faut mettre des doses d'éthique, comme si c'était une piqûre qu'on devait inoculer à une bête plein d'avantages, mais contre laquelle il faudrait de temps en temps calmer des velléités menaçantes. Donc on met des doses d'éthique, là, un peu de piqûre d'éthique, ça va calmer les choses, et puis le monde va aller, enfin retourner dans les chemins du meilleur du monde, du meilleur des mondes. Alors je pense qu'il serait temps que nous allions au-delà d'une éthique, de ce que le philosophe Isaiah Berlin a nommé une liberté négative. Liberté négative, c'est-à-dire l'impératif qui veut que ce qui fonde, qui est à la base, depuis Montesquieu, qui est à la base des régimes libéraux, ce qui constitue la possibilité d'être en commun en société, c'est une méfiance à l'égard des gouvernements et l'impératif de protéger la liberté personnelle. La liberté personnelle, la liberté de chacun, c'est le socle des sociétés libérales. Mais libérales au sens anglais, au sens anglophone, au sens large, libéral qui défend la liberté individuelle. Nous sommes tous d'accord sur défendre l'impératif, l'exigence de la liberté individuelle. Mais moi je regrette de constater, et c'est un travail que j'ai fait pour mon nouveau livre, de constater que c'est à l'image de notre époque, où le seul prisme de éthique et de liberté dont nous nous soucions, c'est la liberté individuelle, qui est tellement à l'image de notre temps, c'est-à-dire ce que nomme Isaiah Berlin, nomme ce que je l'ai dit, la liberté négative, et au-delà, des questions de liberté commune, des questions de pouvoir, d'asymétrie de jeu de pouvoir, des questions de la place de la faculté de jugement, dont la philosophe Hannah Arendt a dit que la faculté de jugement était l'expression politique par excellence. C'était celle de pouvoir se prononcer. Ce sont des questions individuelles et collectives qui ne font jamais l'objet de soucis éthiques, et il y a constamment une sorte de réduction à la propre personne, à l'individu. Alors vous comprenez moi ça me met mal à l'aise, c'est-à-dire c'est tellement à l'image du temps que dès qu'on parle de questions de liberté et d'éthique, on en vient à sa toute petite liberté personnelle qui consiste à surfer à l'abri de tout regard et du pouvoir supposé dominant des États, ou toute la rhétorique qui a fleuri depuis une dizaine d'années dans tous les sens de la surveillance, mais sans saisir qu'au-delà de ma propre petite liberté qui est menacée dans la capacité de pouvoir, avec la neutralité du net et toute cette doxa, de pouvoir surfer gratuitement, avec cette idéologie de la gratuité dont vous avez parlé, Martha, que jaunie, moi, pour ma part. Je pense qu'il faut payer les choses. Je pense que le droit d'auteur est un acquis de la société. Il faut payer les choses. Même les industries culturelles, elles méritent d'être payées. Je ne crois pas du tout à la... En tout cas, je m'oppose à cette idéologie de la gratuité, de la vie privée, de l'individualisme forcené qui veut qu'au-delà de la petite liberté, eh bien, que les choses se passent comme elles se passent. Moi, je pense qu'il est temps de se poser des questions de liberté collective, de liberté en société, de la façon dont les sociétés relativement à quantité de secteurs se donnent les moyens ou non de se prononcer en conscience dans la pluralité, dans la contradiction, dans l'ouverture indéfinie et dans l'exaltation, une fois de plus, de la pluralité humaine. Je reviens à la grande philosophe politique Hannah Arendt, dans la pluralité humaine comme condition élémentaire de la formation du politique. Alors vous voyez que cela va bien au-delà de mes petites données personnelles, qui deviennent la grande obsession de l'époque, et une fois qu'elles pourraient être plus ou moins résolues par des réglementations, dont d'ailleurs le commissaire à l'économie de la donnée dont j'ai parlé, j'évoquais toutes les conséquences, notamment la marchandisation intégrale de la vie, le commissaire aux données à la Commission européenne, à l'économie numérique, pardon, a dit que plus ça sera réglementé, plus ça permettra l'essor de l'économie de la donnée, des plateformes et de tout ce que nous avons dit là. Parce que pourquoi ?
parce que ça créera une confiance en la dite économie numérique et la dite économie de la donnée des plateformes. Voyez-vous de quoi je parle? Plus ma liberté personnelle, ma petite liberté, ma petite mesquine liberté personnelle, mon égoïsme personnel sera préservé, plus ce mouvement que j'ai décrit va pouvoir se développer, ce mouvement anti-humaniste de marchandisation intégrale de la vie et d'automatisation de tous les secteurs, à terme de nombreux, peut-être pas de tous, mais de nombreux secteurs de la société. Sommes-nous capables aujourd'hui, je me pose la question, de voir des questions éthiques, juridiques, politiques qui dépassent la seule liberté personnelle. Vous avez compris que par cette réflexion sur laquelle je clôt ce moment-là, c'est une question que je me pose, que je me pose, que je me pose aussi. Bonsoir. En fait, vous avez répondu en partie, mais c'est vrai que ce que vous identifiez comme une tendance ou un risque, donc c'est la perte d'une certaine liberté, d'un libre arbitre. Bon, ça, je crois que c'est clair. On peut pas le nier, même si, personnellement, il y a 10 ans, je me faisais engueuler par ma femme parce qu'elle me disait tu ne demandes jamais, tu poses jamais les questions, quand tu sais pas où aller, tu ne demandes pas. Maintenant, je demande à mon téléphone, aide-moi à aller où tu veux. Donc je trouve que dans l'émergence de ces technologies, il y a aussi des points positifs, il ne faut pas seulement voir le point négatif. Mais ceci dit, c'est vrai, on perd. Tout à fait. Ceci dit, on perd notre libre arbitre collectivement. Et vous l'avez bien dit, individuellement, notre tendance, c'est à aller vers ces technologies. Si on nous laisse faire, on va avoir plus de téléphones, plus de capteurs, plus de puces, etc. etc. Donc, c'est vrai, la réflexion là, mais qu'est-ce qu'on fait? Enfin, au niveau individuel, on ne va pas y arriver tout seul. Alors, du coup, collectivement, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que vous préconisez à nos gouvernants? Vous leur dites, d'un coup, d'une manière plutôt contradictoire, interdisez ce genre de... Non, certainement pas. Non? Ou alors justement, du coup, alors quelle est l'alternative? Parce que vous dites, quand on veut devenir un hub technologique en France, c'est pas bien non plus. Parce que quand on veut devenir un hub technologique en France, c'est aussi d'une certaine manière pour créer une certaine souveraineté dans ces outils qui nous dominent, une souveraineté technologique. Mais vous parlez de quoi, monsieur? Je l'entends très bien ce que vous dites. Vous parlez de quoi? Vous parlez d'intérêt économique. Vous parlez d'intérêt économique? J'entends très bien ce que vous dites, j'entends parfaitement. C'est pas que vous avez raison, j'entends parfaitement. Mais vous parlez de quoi? D'intérêt économique. Mais devons-nous aligner tous les cadres d'existence en commun sur des strictes agences économiques? C'est une des questions sous-jacentes que je pose avec vous ce soir. C'est-à-dire, car nous allons vers une société de plus... Je crois, en quelques mots, j'en ai beaucoup parlé, je crois que nous allons vers Max Weber avait analysé ça en son temps, une rationalisation de plus en plus extrême de la société. Rationalisation qui veut dire plein de choses, la rationalisation. Ça peut vouloir dire plein de choses, rationalisation. Moi, j'utilise une des dimensions de la rationalisation, selon moi, c'est le fait d'être au fait de certains phénomènes. C'est ça pour moi l'acmé de la rationalisation contemporaine, d'être au fait de dimensions, de phénomènes, et d'agir en conséquence. Et d'agir au fait, d'informer. Vous voyez, donc le temps réel, les systèmes. Mais c'est pas seulement ça. Le cours à venir de nos sociétés, induit par cet environnement technico-économique, c'est aussi une société extrêmement utilitariste. Extrêmement utilitariste. C'est-à-dire que chaque action doit faire l'objet d'une opération. Chaque geste individuel et collectif est supposé... Alors c'est un peu compliqué, les systèmes d'intelligence artificielle sont des instances à stimuler la réalité, à stimuler nos rapports à la réalité. Je donnais l'exemple que je donnais tout à l'heure, je marche dans la rue, bon, vous voyez, à stimuler. Donc nous allons vers une extrême rationalisation de nos sociétés, c'est pas nouveau, sauf qu'il y a des architectures technologiques qui rendent possible une amplification de cette rationalisation. Nous allons de surcroît vers un extrême utilitarisme, c'est-à-dire que chaque action est développée en vue d'une fin déterminée, voire préconisée par des instances tierces, ce qui n'est pas rien. Et nous avons aussi, phénomène majeur dont nous n'avons pas parlé, il ne s'agissait pas de tout balayer ce soir, vers un réductionnisme de notre rapport à la réalité. C'est-à-dire que c'est notre appréhension multisensorielle du réel
qui est appelé à être réduit au profit d'une réduction d'une intelligibilité des phénomènes au seul prisme des données. Mais les données ne recouvrent pas l'intégralité du réel, et heureusement, il y a quantité de trop de dimensions qui échappent. Et c'est également notre appréhension du réel, aussi bien dans les cas professionnels, dans toutes les dimensions de nos existences, qui est appelée à évacuer par des systèmes réductionnistes d'appréhension des phénomènes. Car je veux bien qu'il y ait des systèmes de diagnostic en médecine extrêmement sophistiqués, il faut les voir de très près. Mais qu'en est-il de l'appréhension sensorielle d'un médecin et de son patient? Est-ce qu'un système d'intelligence artificielle voit les yeux d'un patient cligner? Est-ce qu'il entend, est-ce qu'il voit que lorsque je m'adresse au médecin, je peux bégayer, je peux baisser les yeux à un tel moment? Voilà des dimensions que pour l'instant des systèmes d'intelligence artificielle ne peuvent pas collecter. Donc c'est aussi un réductionnisme dans nos rapports au réel. Et cela devrait nous alerter au profit de quoi? Je terminerai sur ça. Au profit d'un encouragement à exprimer le plus grand nombre de nos facultés humaines. Le plus grand nombre, et quand je dis facultés, c'est nos facultés de jugement, nos facultés d'appréciation des phénomènes, nos capacités de dialogue, et puis nos capacités aussi à, excusez-moi, à engager le conflit, car nous allons vers des régimes de vérité de plus en plus homogénéisants, en vue de tendre, quand j'ai parlé d'utilitarisme, c'est indissociable aussi d'une vision hygiéniste de la société. Hygiéniste, sans conflit, où les choses sont inscrites, déterminées, et signalées, orientées par des systèmes qui sont dotés du don de vérité. Alors moi, ce n'est pas, monsieur, je l'ai dit, il y a des avantages, il faudrait être aveugle pour identifier la multitude d'avantages. Mais je pense qu'il faut saisir la trajectoire vers quelle société nous allons aujourd'hui, et dans un futur proche et lointain, qui, à mon sens, relève, en tous les cas, si nous continuons d'aller vers les courbes qui s'annoncent, vers une forme d'anti-humanisme radical, c'est-à-dire de négation de ce qui nous constitue fondamentalement, c'est-à-dire des êtres qui sont constitués de quantité de qualité, de quantité de modalités d'appréhension, de quantité nous sommes capables d'envisager quantité de modes d'organisation en commun, et à l'écart d'impositions dictées par des systèmes. Et cela, je vais arrêter de dire cela, monsieur, et je pense, pour ma part, et je le vois, je l'entends, ce n'est jamais dit. On ne le dit pas, cela. Alors on dit à chaque fois, mais tu les vois, les avantages. Alors vous savez ce que je réponds à cela? Je les vois. Et après j'ai une autre phrase. L'apologie des avantages, il y en a assez. Hein. Il y en a beaucoup, des personnes qui défendent cela. On n'a pas besoin de moi pour cela. Hein. Des évangélistes des avantages des technologies numériques, ils sont tellement nombreux qu'ils saturent le débat public. Donc ils n'ont pas besoin de moi. Hein. Donc il est bon aussi que nous saisissions ce que je nomme les phénomènes majoritairement structurants, mais même au-delà des avantages et des inconvénients, de voir ce qui se joue de majoritairement structurant. Et à mon sens, pour terminer, ce qui se joue de majoritairement structurant, c'est un dessaisissement progressif, à grande vitesse, de la décision humaine à niveau individuel et collectif, ce qui n'est pas rien dans l'histoire humanitaire. Pues la última pregunta. Sí, primero agradecerle este trabajo enorme que está haciendo usted para esclarecer, digamos, las coordenadas de la época en la que vivimos, una época digitada por una alianza siniestra, podríamos decir, entre la ciencia y el capitalismo, que lleva a una abolición de la libertad, puesto que si no se puede decidir no hay libertad posible para enunciar, a una abolición de la subjetividad y a una paranoización creciente y generalizada de la existencia a través de esta impresionante potencia del cálculo. Entonces, toda esta lectura de este momento de la civilización que usted hace y que comparto sin conocer todos estos datos que usted maneja, lleva a una especie de gran depresión de alguna manera, porque frente a semejante poder de digitar la existencia de los seres humanos, ¿qué hacer, no?
cómo responder, cómo contrariar, qué tipo de focos de resistencia crear para tratar de evitar que este tsunami termine por barrer absolutamente con algo que hasta ahora parecía esencial de la condición humana, que es la posibilidad de elegir. Entonces yo le voy a hablar y le hablo desde una práctica, desde una disciplina que es el psicoanálisis orientado por Jacques Lacan, porque allí me parece que desde lo que yo puedo formular y dar testimonio es un foco de resistencia muy importante y que en Francia, por ejemplo, ha tomado, digamos, la forma de una guerra en relación al autismo. El autismo es una de las grandes patologías o enfermedades o dolores de la existencia actual. Cada vez hay más personas autistas y precisamente esta alianza del capitalismo y la ciencia quiere convertir a los autistas en meros objetos. Y nuestra lucha es decir que detrás de esos meros objetos hay sujetos. Entonces, bueno, se ve que el tiempo se me acaba, pero quería recalcar estos puntos. Merci beaucoup. Et juste, que devons-nous faire une infinité de choses. Une infinité. Si nous nous donnons les moyens d'être agissants, la question est-ce que nous décidons d'être agissants? Agissant, c'est pas aller dans la rue, manifester, c'est pas du tout. Je crois, nous devons croire à la réalité du terrain, à nos expériences. Est-ce qu'on est capable de quand même, dans le cours de nos expériences, de manifester de la suspicion, de la divergence, de la contradiction, de l'altérité et de la différence. Mais quand même, aujourd'hui capable de cela. Alors mon prochain livre, ça se termine par un manifeste. La dernière partie, elle s'intitule Manifeste non exponentiel. Alors je ne donne surtout pas des clés d'action, je donne des pistes d'action, ce qui n'est pas la même chose. Des pistes d'action, ça suppose de signaler à qui veut bien les entendre des pistes possibles. Et moi je crois d'abord que c'est une question de langage. George Orwell, l'hygiène de la langue, George Orwell. Si Hannah Arendt disait que la faculté de jugement est la condition nécessaire à l'expression par excellence du politique, Orwell disait que renouer avec l'hygiène de la langue est un impératif politique majeur. Je crois qu'il faut rétablir les choses, il faut les rétablir. Il y a des quantités de discours qui pullulent. Est-ce que dans nos expériences, cela est dit? Eh bien, je pense que les termes ne sont pas justes. Je pense que les discours qui accompagnent tel phénomène ne sont pas les mots exacts, ne sont pas les termes exacts. Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres modes de perception relativement aux discours qui sont censés déterminer, identifier des phénomènes. Il y a d'autres modes de perception que de parler comme de la transformation digitale, ou faire du monde un endroit meilleur, toute cette noble langue techno-libérale qui sature l'espace, qui sature. Donc dans nos expériences, est-ce qu'on est déjà capable de dire ce n'est pas comme ça? Quand vous parlez du travail, c'est pas comme ça. C'est pas la data-driven manufacture, déjà il faut entendre ce que c'est data-driven. Alors analysons data-driven, analysons dans la médecine, analysons dans l'enseignement et dans quantité d'autres choses. Analysons les enceintes connectées qui nous parlent. Monsieur, nous parlons d'utilitarisme, langage strictement utilitariste. C'est un langage, on parle. Mais oui, mais quel type de langage est à l'heure? C'est pas un langage où on va parler de la pluie et du beau temps, si, mais ça ne sera pas gratuit. Pas gratuitement, c'est utilitariste. Donc quel type de langage est à l'œuvre là? Car il y a un appauvrissement à différents niveaux du langage. Mais une fois que le langage n'est pas tout, c'est une strate capitale de notre rapport au réel, aux autres, et à la réalité des phénomènes. Puis il y a l'action. Alors l'action, c'est la responsabilité de chacun, madame. C'est la responsabilité de chacun, c'est la responsabilité de communautés humaines, car il y a des communautés humaines qui imposent leur vérité à d'autres communautés humaines, à l'intérieur d'une dimension asymétrique, aussi bien de jeu de pouvoir que de nombre. Il y a de nombre.
des forces qui imposent des normes à la communauté des humains. Alors est-ce que des communautés humaines multiples, là où ces cadres sont imposés, est-ce que des communautés humaines, j'en ai parlé tout à l'heure, des médecins, des professeurs, de quantité de secteurs de la société, ces communautés, en tout cas certains membres de ces communautés humaines, fluctuants, on passe d'une communauté à une autre, sont capables de dire c'est là, nous n'en voulons pas. Avons-nous le pouvoir, ce que disait Camus dans L'homme révolté, que je cite dans la Silicon du monde, au-delà de ça, je refuse. Au-delà de ça, nous refusons. Au-delà d'un certain seuil, nous avons la capacité de dire non. Est-ce que les systèmes qui nous dictent, à nous, êtres humains, fais ci, fais ça, au vu d'intérêts utilitaristes, d'optimisation de chaque action, de déni de la subjectivité humaine, mais qu'est-ce qu'on doit faire? Mais la réponse, elle est simple, non? Nous n'en voulons pas. Nous n'en voulons pas. Alors, quand on est seul, c'est difficile. Quand on est en groupe, là, ça a une valeur politique, et ça a une valeur de contre-pouvoir. Voilà, j'ai pas dit grand-chose, mais j'ai quand même dit quelque chose. Merci beaucoup. Merci Martha, merci Eric. On va clore sur ce manifeste. Et vous pouvez acquérir le livre d'Eric à la librairie qui est juste à la sortie. Merci beaucoup, bonne soirée.